Dans cette ville fascinante construite sur une forêt de 12 millions de troncs d'arbres immergés, devenue imputrescible pour défier l'éternité et qui fait rêver le monde entier. Mais pourquoi Venise, nantie de son passé si riche, avait-elle besoin d'une telle exposition biennale, très dérangeante, voire choquante? Le choc est rude. Tous les 2 ans, ce furent en 2024 6 mois d'exposition continue, avec plus de 3000 visiteurs par jour, dont 30% de jeunes, 86 participations nationales entre Giardini et Arsenal, et la ville et toute la lagune, plus de 590 artistes, 331 dans l'exposition curatoriale, les autres présentés par les pays, un budget national et municipal, et même des fonds européens, plus celui des participants, le tout caressant le milliard. Souvent qualifiée d'Olympiade du monde de l'art, elle est un tremplin international de lancement pour les artistes qui furent choisis pour exposer. Elle comprend 3 parties. Une exposition centrale sur le thème choisi par le directeur artistique, qui s'appelle le curateur, et elle est présentée dans ce qu'on appelle le pavillon central et à l'Arsenal. Vous verrez dans l'historique à quoi ça correspond. S'y ajoutent les expositions proposées par les pays dans leurs pavillons nationaux, un peu partout, y compris dans les palais plus ou moins restaurés. Et enfin, des expositions organisées indépendamment, mais officiellement approuvées par l'organisation de la Biennale, qui sont connus sous le nom d'événements collatéraux. Il y a par ailleurs autour de la Biennale des expositions organisées par des artistes eux-mêmes, par les musées et les fondations créées à Venise, ainsi que par des galeries commerciales. Donc les arts plastiques imprègnent toute la ville. Les lions d'or, qu'on appelle les Golden Lions, sont remis lors de la Biennale d'art depuis 1986. Ils sont attribués par un jury international nommé par le commissaire de l'exposition et confirmé par le conseiller d'administration de la Biennale. Le même jury officiel remet plusieurs autres prix. Comment en est-on arrivé à ce bilan récent? On vous propose le plan que vous voyez affiché là. Et maintenant, nous regardons quel a été le contexte à l'origine. À la fin du XIXe siècle, prolifèrent les expositions universelles qui sont dues à l'essor industriel. Or, à Venise, l'Arsenal, la monnaie et la manufacture de tabac n'ont plus d'avenir. Alors la ville propose ce qu'elle a de mieux comme centre d'intérêt universel, la création artistique. Elle va donc développer un tourisme international ouvert sur l'art actuel, une vitrine de l'art en pleine évolution pour en déterminer les tendances originales et pour les promouvoir. En 1893, le conseil municipal de Venise avait décidé, pour célébrer les 25 ans du mariage du roi, d'organiser une exposition d'art. Le maire Riccardo Selvatico eut l'idée géniale de donner d'emblée à l'événement une dimension internationale. L'exposition ne put se tenir que 2 ans plus tard, mais elle dura 6 mois. Elle reçut 200 000 visiteurs et devint la Biennale. Venise se dotait d'un événement artistique international, régulier et moderne. Le premier pavillon a été construit pour cette exposition au Giardini, qui avait été installé par Napoléon. Ce premier pavillon que vous voyez, le pavillon central, est encore en place aujourd'hui. L'objectif des fondateurs de la Biennale sont les suivants, il faut bien les avoir en vue. Attirer les touristes pour le renouveau économique de la ville. Attirer les connaisseurs d'art pour l'émanation d'une notoriété originale. Et enfin, attirer des créateurs d'une dynamique culturelle d'ampleur pour un nouveau rayonnement de la ville.
Les différents pays vont montrer ce qu'ils ont de plus novateur, faisant de la biennale une vitrine internationale de l'art contemporain, contemporain au sens premier, c'est-à-dire de ce qui est contemporain à l'époque d'alors. L'académisme est donc très présent, surtout au début, mais au fur et à mesure que le succès s'assure, la hardiesse va se développer. Le comité de parrainage était composé d'artistes internationaux. On y trouvait par exemple, pour le premier, entre autres, les Français Gustave Moreau et Puvis de Chavannes. Le premier prix du public fut attribué à Giacomo Grosso pour l'Ultimo Convegno, qui se signifie le rendez-vous ultime, une adaptation grandiloquente de la fin de Don Juan. L'œuvre avait été jugée scandaleuse par le clergé et par la presse, ce qui piqua la curiosité du public. L'Amérique voulut l'acquérir, mais le tableau disparut dans l'incendie qui le transportait aux États-Unis. Scandale, fin tragique, le baptême était parfait. La punition des gens. Très vite, la participation des pays va s'accentuer et dès 1907 naît le premier pavillon national, celui de la Belgique. En 1909, on voit d'autres pavillons, celui de la Hongrie, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne. En 1912, la France, la Suède, les Pays-Bas apparaissent. En 1914, la Russie inaugure son pavillon, c'est le 8e, et c'est le dernier avant la Première Guerre mondiale. Évolution jusqu'en 1914. De 1895 à 1907, on sent les tensions entre tradition académique et modernité naissante parce que la direction cherche d'un côté à plaire au public et de l'autre à promouvoir une réputation de centre novateur. Par exemple, Michetti accentue l'allégorie spirituelle et remporte le prix de l'État italien en 1895, première biennale, et la peinture de genre de Giovanni Segantini, avec ses paysages symbolistes de montagne, est un compromis entre modernité et tradition. À partir de 1905, on voit des esthétiques nouvelles émerger. Le pavillon belge introduit la diversité stylistique. On voit des œuvres symbolistes, pré-expressionnistes, Ensor, l'entrée du Christ à Bruxelles est une toile historique, post-impressionniste avec Van Rieselberg, et le fauvisme avec la Vierge Paul de Rick Wouters. En 1910, l'Art nouveau et la sécession viennoise font fureur. On voit une salle entière consacrée à Gustav Klimt. Parmi ses œuvres figure le tableau Judith II, de Salomé, qui fut acheté par le tout nouveau musée municipal, créé donc récemment, d'art moderne, de Venise et qui s'appelle Capezzaro, où on peut toujours voir la toile. En particulier, une salle est dédiée à Renoir avec 37 toiles, mais ces œuvres n'incarnent pas vraiment la modernité. Une œuvre de Picasso, La famille des saltimbanques, proposée par le pavillon central, avait été retirée car jugée susceptible de choquer le public. La France envoie, entre 1905 et 1914, des œuvres de Monet, Rodin, Bonnard, Vuillard, Van Dongen, Matisse, César, Dufy, Delaunay, tous. Des tensions internes surgissent dénonçant les courants trop décadents ou étrangers à la tradition italienne, même futuristes, bien que fondé à Milan par Severini et qui fut jugé trop radical aussi. C'est donc peu à peu qu'entre 1907 et 1914, Venise devient un observatoire privilégié des mutations artistiques européennes, du symbolisme, de l'impressionnisme et des débuts du modernisme. Elle joue un rôle de médiation entre tradition, modernité et avant-garde naissante, mais ce n'est pas encore un moteur de modernité. L'Armory Show et les salons des indépendants à Paris ou les expositions à Munich ou Berlin sont beaucoup plus novatrices. Pas d'exposition entre 1914 et 1920. Entre 1920 et 1942, on assiste peu à peu à une sorte de mise au pas de la modernité libre et l'expérimentale. Mais les pavillons nationaux conserveront globalement leur autonomie. Il faut avoir bien en clair dans son esprit qu'il y a le pavillon curatorial, le pavillon central, qui est décidé par la biennale, et à côté, tous les pavillons nationaux, où chaque nation fait à peu près ce qu'elle veut. Donc, en 1920, par exemple, Paul Signac,
qui est responsable du pavillon de la France, expose 17 de ses propres toiles, qui seront toutes vendues. Et il expose aussi, et avec succès, Cézanne, Matisse, Bonnard, etc. Les Pays-Bas présentent une rétrospective de Van Gogh. Avant l'arrivée d'Hitler, on voit dans le pavillon allemand les expressionnistes, Nolde, Klee, Kirchner, et on voit apparaître de nouveaux pavillons, l'Espagne, la Tchécoslovaquie, les États-Unis en 1932, qui montrent pour la première fois des artistes autochtones nord-américains dans une institution internationale. Cependant, le pavillon central, lui, obéit au secrétaire de la Biennale pour le choix des concours proposés et celui des œuvres retenues. Entre 1920 et 1926, on voit encore les modernes. On voit Bonnard, Matisse, Derain, par exemple. On a même une exposition de l'art nègre. Mais, en 1926, Antonio Maraini, fasciste convaincu, devient le directeur et resserre de plus en plus l'étau. Il privilégie les artistes italiens et instaure des concours à thème pour illustrer la vigueur de la race, la formation des faisceaux, la poésie du travail et bien sûr les traits du Duce. Seul le concours sur la maternité est ouvert aux étrangers. À partir de 1930, Mussolini met la Biennale sous sa coupe et elle passe sous l'égide de l'État, Venise ne restant que le financier de l'organisation. Notons-le bien, contrairement à l'Allemagne, il n'y a ni rejet ni censure d'un art dégénéré à Venise. On assiste plutôt à une progressive marginalisation des avant-gardes jusqu'à la présentation de Picasso en 1932 et la présence des novateurs Otto Dix, Georg Rotz, Oskar Schlemmer, Feininger, Kokoschka nuancent cet état d'esprit. On voit encore Kandinsky en 1934, malgré la fermeture du Bauhaus par Hitler. Ensuite, ce sont les artistes nazis qui l'emportent et en 1938, le Grand Prix fut attribué au pavillon espagnol pour faire plaisir à Franco. En 1942, la dernière biennale avant l'interruption jusqu'en 1948 se déroule dans un contexte de propagande et de crise. Bilan, de 1920 à 1942, la biennale a certes diffusé l'art moderne, mais avec un certain décalage. Et elle reste quand même un lieu d'échange moderne, d'ouverture, de formation. C'est ce qu'elle voulait être à l'origine. Mais sous la coupe de l'idéologie nationaliste fasciste, elle oblitère la pluralité esthétique et ce n'est plus qu'une vitrine du fascisme. Les artistes de l'avant-garde fuient les régimes totalitaires pour se retrouver où ils peuvent, en particulier en France et aux États-Unis. Voyons maintenant comment on passe de la contemporanéité à l'art contemporain. Le passage de la grande exposition d'art internationale de la Biennale à la Biennale d'art contemporain s'est fait progressivement à partir de 1948. C'est l'historien d'art Rudolf Paluchini qui fit l'ouverture en 1948 et qui dirigea 5 biennales qui provoqua cette mutation. Très lié à un autre grand historien de l'art, Roberto Longhi, ils vont présenter un panorama de l'avant-garde européenne pendant 10 ans. Les pavillons nationaux sont très porteurs de renouveau. Dès 1948, le pavillon de la Grèce, qui n'est pas remise de la guerre, prête ses locaux pour l'exposition de la collection Peggy Guggenheim, venue de New York, avec 136 œuvres de 73 artistes modernes. Picasso a droit à une rétrospective avec 19 toiles. Braque reçoit un prix et ensuite, régulièrement, surréalistes, cubistes, fauves, futuristes, expressionnistes, Kandinsky, Klee, Kokoschka, Schiele, Permet, mais aussi les Mexicains, tels que Diego Rivera, seront représentés. En 1956, après de multiples invitations refusées depuis 1948, l'URSS revient dans le pavillon de la Russie. Malgré le mépris pour l'art occidental,
les dirigeants mesurent que la biennale constitue une vitrine politique du communisme. L'URSS propulse ses différentes républiques et expose l'art officiel stalinien tout en exigeant la présence d'un guide culturel soviétique pour toute la durée de l'exposition. On voit un conformisme sclérosé en contraste avec la modernité des Giacometti au Bury ou le Chillida qui reporte le Grand Prix en 1958. Bilan. De 1948 à 60, on constate l'accentuation du tournant vers la modernité avec l'élargissement à toutes les tendances et au dialogue entre les avant-gardes. Abstraction et figuration, art informel et pop art, par exemple, tandis que les pavillons nationaux se multiplient, Israël, Japon, Brésil. Sous l'influence de plus en plus importante des critiques d'art, l'ouverture sur les avant-gardes s'intensifie. On voit Fautrier, Hartung, Vedova qui remportent à eux trois le Grand Prix en 1960. En 1964, on assiste à un tournant historique. Le Grand Prix est attribué à l'Américain Robert Rauschenberg. Il intégrait des objets du quotidien, des images médiatiques, des matériaux non artistiques dans ses œuvres, qu'il appelle les combines, remettant en cause la frontière entre art et réalité. Il introduit la vision conceptuelle, hybride et expérimentale de l'art contemporain. Le magazine français Art écrivit « À Venise, l'Amérique proclame la fin de l'école de Paris et lance le pop art pour coloniser l'Europe. La biennale devient le miroir de l'essor artistique des États-Unis dans la guerre froide culturelle. Et le passage de l'art moderne à ce que l'on appelle désormais l'art contemporain est ouvert. Qu'est-ce que cela veut dire? L'art contemporain désigne l'ensemble des pratiques artistiques qui, depuis les années 1970, ne se définissent plus par un style, un médium ou un progrès formel, mais par une position critique vis-à-vis du monde social, politique, culturel, ainsi que des systèmes de l'art eux-mêmes. Il en résulte la pluralité des formes, des installations, des performances, de la vidéo, de l'art conceptuel, des pratiques relationnelles, numériques, etc. L'art moderne cherchait à faire évoluer l'art. L'art contemporain cherche à questionner le monde et l'art dans ce monde. Il ne se définit pas par ce que l'art est, mais par ce que l'art fait, par les opérations critiques, symboliques et politiques qu'il engage dans un monde saturé d'images, de discours et de dispositifs de pouvoir. Ce qui était représentation devient démonstration. L'œuvre n'est plus un objet qui se donne à voir, c'est un dispositif critique qui configure un contexte. La primauté de la forme devient primauté du concept. L'artiste était un auteur fascinant, il devient un opérateur, un médiateur de sens. Le spectateur était contemplatif, il devient coproducteur, impliqué, interprétatif de l'œuvre. En 1966, l'art optique et cinétique connaissent un immense succès, mais en 1968, les manifestations étudiantes et artistiques secouent la biennale. Le pavillon central titre pour cette 34e biennale « Ligne de recherche ». On ne peut pas faire un titre plus ouvert. La contestation des traditions est subversive. On l'accuse de représenter un art institutionnel, bourgeois et nationaliste. La biennale va suspendre les grands premiers, donc les grands prix. Les lions d'or ne seront rétablis que bien plus tard, en 1986. Le bureau des ventes, parce que vous avez remarqué qu'on achetait, on pouvait acheter, le bureau des ventes est supprimé.
au nom du refus de la marchandisation de l'art. La biennale se repense, il y aura donc moins d'expositions monographiques et commémoratives au profit de recherches, par exemple, recherche et design, art et société, travail et comportement dans un esprit expérimental. Les années 70 se politisent de plus en plus dans le sens de la contestation des situations établies. Par exemple, en 1974, les 18 membres du conseil d'administration sont nommés par les partis politiques. La biennale de cette même année 74 est consacrée au Chili, avec Mata en vedette. Hortense Allende, la veuve de Salvador, inaugure la biennale. En 1978, cette tendance s'accentue. De la nature à l'art, de l'art à la nature devient un slogan. Le développement de l'arte povera, art conceptuel minimaliste, interroge les discriminations sociales. La biennale joue un rôle de plus en plus critique. En 1980, Aperto Ottante remet la peinture en honneur, met en cause un dogmatisme de l'art conceptuel afin que la diversité soit préservée. Dans des pavillons nationaux, on voit les néo-expressionnistes, Anselm Kiefer, Georg Baselis, Markus Luppers, dont on parle toujours beaucoup. En 1986, le prix de la biennale est rétabli pour redonner du relief à l'événement. Les Lions d'or sont donc octroyés, mais sans dotation financière. Ils sont purement honorifiques. Alors c'est l'Allemand Sigmar Polk qui le reçoit, et la France remporte le prix de la meilleure participation nationale avec Daniel Muren. Grande variété jusqu'en 1998. On envisage de regrouper les artistes, mais on voit quand même émerger des talents qui sont très importants comme Anish Kapoor. Et en 1997, Gerhard Richter, vedette cet hiver à la Fondation Vuitton à Paris, a reçu le Lion d'or. Mais c'est un éparpillement total et on mesure que des réformes structurelles s'imposent. Le 23 janvier 1998, le Conseil des ministres italien approuve définitivement un décret législatif qui transforme la Biennale de Venise en une personne morale privée. Ces domaines d'activité s'étendront désormais à 6 activités: architecture, art visuel, cinéma, théâtre, musique et désormais aussi la danse. Cette décision est suivie du choix décisif d'un nouveau président par le Conseil de la Biennale. Ce nouveau président, c'est Paolo Baratta. C'est un économiste et un homme politique. À la presse, il explique ceci. Après 1968 et jusqu'en 1998, la Biennale n'a pas retrouvé son identité. Alors on est venu me chercher et j'ai trouvé les Giardini dans un état épouvantable. Le pavillon de l'Italie où se tenait la grande exposition internationale était plein d'eau, impraticable. Alors, il est décidé ceci: négocier l'obtention de l'Arsenal, domaine encore maritime, pour le restaurer et en faire un nouvel espace d'envergure pour la Biennale. Qu'un thème suggestif sera choisi par le secrétaire général pour chaque exposition internationale dont il sera responsable. Il est rappelé que chaque pavillon national doit être entretenu par son pays et qu'il aura désormais un curateur responsable chaque fois. S'y ajouteront les événements collatéraux qui devront être approuvés par le commissaire principal. Ce sont des expositions personnelles d'artistes ou des manifestations de fondations ou de musées. Harold Zeman est nommé premier secrétaire général de cette nouvelle formule. C'est un historien d'art suisse de dimension européenne. Avec lui commencent les choix systématiques de commissaires venant du monde entier. Il sera le responsable artistique des 2 premières biennales nouvelles et ainsi s'installe la biennale comme exposition à thème. Son curateur principal en est l'auteur et on va trouver désormais un dialogue entre pavillons nationaux et thèmes universels qui parlent autant aux artistes qu'au public. En 1999, Zeman donne un titre très large d'Aperto Tutto qui signifie partout, partout ouvert. Il abolit toute séparation entre artistes confirmés et jeunes talents et aucun style ne prima sur l'autre.
Daniel Buren dit de lui « C'est un super artiste qui utilise nos œuvres pour composer sa propre toile. » Zeman aspirait à ce qu'il appelait un lien d'amitié en art, de sympathie dans la création, une aptitude à traduire idées et concepts en forme ensemble. Il poursuivit son œuvre de rénovateur dans la deuxième biennale nouvelle qui lui est confiée et que Claude va présenter dans notre deuxième volet axé sur l'actualité. En 2001, le thème Plaza de l'Humanità élargit l'ouverture à l'Asie, à l'Afrique et à l'Amérique latine. Ce plateau évoque une plateforme, un lieu de rencontre ouvert, c'est-à-dire un espace qui accueille des voix très diverses, sans barrières géographiques, générationnelles et disciplinaires. Zeman précisait, cet espace global et inclusif mêlait non seulement les arts visuels, mais aussi les contributions relevant de la musique, du cinéma, de la danse, de la poésie. Cette cartographie englobe, comme vous le voyez sur la diapo, un certain nombre d'idées pour que la Biennale devienne un large laboratoire planétaire d'expérimentation artistique et politique. Voici 5 œuvres diversifiées pour cette Biennale, la 49e. D'abord, le film en haut à gauche, du français Pierre Rive, intitulé The Third Memory, film installation dans lequel lui confond l'imaginaire cinématographique avec la réalité racontée par un braqueur de banque. C'est une réflexion sur la mémoire collective, mêlant la fiction, le réel, où se rencontrent différentes attitudes de l'être humain. Le couple canadien, Cardiff et Miller, c'est l'image centrale, avec The Paradise Institute, monte une installation immersive en micro-cinéma qui plonge le visiteur dans une narration audio complexe. C'est une réalité narrative modulée par les images et le son, liant perception, subjectivité et corporalité. L'Américain Richard Serra nous offre une promenade en haut à droite, entre de monumentales plaques d'acier Corten. Le visiteur devient alors une partie animée de l'œuvre, de son espace et de son architecture. Serra recevra un lion d'or pour l'ensemble de ses sculptures. Quant à Sim Tomry, en bas à gauche, également américain, il a dans ses peintures gestuelles et calligraphiques d'une grande intensité une approche poétique de l'humanité, de la nature, de la mémoire et du langage. Il obtiendra également un lion d'or pour son travail récent. Enfin, en bas à droite, la sculpture figurative hyper réaliste, gigantesque de l'Australien Rom Munk était aussi à l'honneur, explorant les rapports de domination et de dépendance qui existent entre le corps et son milieu environnant. Ces très grandes ou très petites sculptures amplifient le phénomène. Pour illustrer notre propos, nous voudrions vous montrer quelques œuvres de biennale récentes dont les titres se veulent souvent suggestifs ou provoquants pour établir un dialogue entre le curateur principal, les curateurs des différents pavillons et bien sûr le public. Voici les titres des biennales curatoriales à thème que nous venons de mentionner. Certains jeux de mots, comme par exemple pour la 54e, titrée Illuminations, où sont mêlés les termes illuminé et nation, ou bien avec avec une surprise poétique, comme pour la 59e, qui s'appelle Le lait des rêves, titre issu d'un ouvrage surréaliste de Leonora Carrington. Les titres sont officiellement donnés en italien et en anglais. Alors, comment nous vous présenter? D'abord, Illumination, le palais encyclopédique, Vivre là, le ré des rêves, Étranger partout, et pour la prochaine, en tonalité mineure. Le premier exemple concerne donc la 54e biennale qui a pour thème Illumination. Vous voyez ici l'effet marquant, comme celui du cycle sur les rencontres sur l'art, qui a permis au public d'échanger
avec les artistes et avec quelques personnalités impliquées dans cette biennale, dont certains universitaires. Pour vous présenter un extrait de la vidéo, nous allons vous présenter maintenant un extrait de la vidéo de Christian Marclay, qui interroge la notion du temps. Cette vidéo, d'une durée de 24 heures, suit un principe simple. L'artiste a collecté plus de 3000 extraits de films indiquant l'heure, à travers des horloges, des montres, des dialogues. Il a montré dans un ordre rigoureusement chronologique, jusqu'à faire le tour du cadran. Little Hand says it's time to rock K-Rock. Itself. We're all going anyway. I have to be back at headquarters by noon. Lieutenant, I don't understand. You sent for me, didn't you? Yeah? Well, don't you want to see me? Don't you want to ask me some questions? I'll be seeing him. What? What is it? You're in my room. Hi. Chaque séquence est très précisément synchronisée avec l'heure qu'il est en réalité, entremêlant le réel et la fiction. Autrement dit, si vous arrivez devant l'écran à 11h50, l'image montrera un passage de film se déroulant à 11h50. Le temps s'y écoule donc avec une précision de fil horloge. Marclay, qui vit en Suisse, est influencé par le mouvement contestataire, Fluxus, des années 60, qui explorait les formes d'expression nouvelles. Il est également marqué par le mouvement punk, qui s'appuie sur diverses idéologies contestataires anticonformistes. Marclay fait se voisiner des extraits de films de différentes époques, issus de chefs-d'œuvre, de films expérimentaux, de films de série B, comédie potache ou films noirs. Le résultat, c'est une déclaration d'amour sur le temps qui passe, dont le tic-tac rythmique nous rappelle que ce temps engloutit petit à petit nos vies. Un délicieux supplice, disait la critique, qui a qualifié The Clock comme donnant un insoutenable vertige. Cette présentation a valu à Marclay le Lion d'Or du meilleur artiste. Lors de la même biennale, c'est-à-dire la 54e, il y avait un autre exemple de la réflexion sur le temps vécu. C'est l'installation présentée par Christian Boltanski au pavillon français. Chance, l'installation de Boltanski occupait le pavillon français à la Biennale de Venise. Le seul but de son art est d'émouvoir, posant des questions sans réponse. C'est avant tout un observateur. De part et d'autre de l'installation centrale, des chiffres géants défilent. Ce sont des algorithmes qui affichent la quotidienneté des naissances en jaune et des morts en rouge. Le nombre des naissances est supérieur au nombre de décès, signe d'espoir en la vie. Son installation dynamique se trouve entre ces deux chiffres. La vie se situe bien entre la naissance et la mort. Dans un échafaudage, forme brute, industrielle, donc efficace, une bande se déroule, sur laquelle sont reproduits des portraits de bébés d'un jour, dont la vie est en devenir. À une violente sonnerie, tout s'arrête, et une caméra envoie sur un écran l'image de la tête du bébé placée sous l'objectif, au hasard. La chance l'a élu. Boltanski s'ouvre donc à une interrogation sur le hasard et le destin. On ne peut s'empêcher de penser au livre de Jacques Monod, paru il y a 40 ans, Le hasard et la nécessité. Dans les deux cas, ce sont des contes philosophiques. L'un c'est dans de l'art pour le narrer, l'autre de la biologie. L'installation a été démontée puis remontée dans divers lieux. Elle est maintenant installée d'une façon permanente depuis 2020 à Image Vevey, en Suisse. La thématique du palais encyclopédique, donc la 55e biennale, voulait montrer la diversité et la multiplicité de la création humaine en élargissant au maximum les formes d'expression. Par exemple, en France, la France était représentée par Henri Salles, qui crée des œuvres mêlant images, sons et architecture.
En principe, il n'y a ni photo ni vidéo. L'œuvre n'existe donc que le temps de l'exposition, sans trace. C'est une réflexion sur l'éphémère. Il y a ici une participation active et indispensable du spectateur. Bon, dans ce cas-là, c'était une spectatrice. Ici, le personnage de droite est un performeur. Segal s'explique. Le XXe siècle fut une époque où, notamment dans l'art, nous étions très sûrs de nous. Nous pensions avoir pratiquement tout faire, étant capables de contrôler le monde et de le modeler. Nous avons perdu toute notion de modestie. En créant cette performance, j'ai voulu montrer des gens à genoux, prenant soin les uns des autres. C'est une œuvre vivante, continue-t-il, le spectateur expérimente quand il la découvre. C'est aussi un effet de surprise, car il est important de faire l'expérience sans trop d'informations au préalable, continue-t-il. Là n'est pas vraiment une question de compréhension. Je crois que le visiteur doit générer sa propre pensée et fonctionner comme un catalyseur. En 2017, la commissaire était française et avait choisi Xavier Vélin, artiste polymorphe, à la fois plasticien et musicien pour représenter la France. Il questionnait nos perceptions visuelles et auditives. Mais la performance la plus spectaculaire fut celle d'Anne Limhoff, née à l'époque, elle avait 39 ans, qui est aussi jeune que Tino Segal, qui à l'époque avait 35 ans. Elle reçut le Lion d'Or pour Faust, qui évoque le monde terriblement contraignant dans lequel nous vivons, un enfer de verre où se joue le théâtre banal de souffrances anonymes. Donc le pavillon allemand était pavé de dalles de verre transparentes. Dans cet univers improbable, des âmes en peine, symbolisées par des performeurs, jeunes gens à la peau pâle et à la beauté émaciée, évoluaient dans la foule des spectateurs. Quel était leur châtiment? Ils semblaient condamnés à une errance sans fin, téléguidés par l'artiste qui était en contact avec eux via des smartphones. Le plus souvent, les corps étaient contraints, sur ou sous ces plateaux de verre mêlés aux visiteurs. Ils appartenaient donc à un univers underground,
à une armée des ombres, sorte de créature d'entre-deux. Faut-il lever le poing ou subir la violence tranquille, ou, comme dans le Faust de Goethe, se demander ce qui a fait la cohérence de ce monde? Aidé par une musique parfois répétitive, c'est une sorte de parabole saisissante de nos vies, hantée par les réseaux sociaux, cernée par des mondes virtuels et perturbée par notre environnement. On a dit que cette jeune artiste a balancé son opéra de Katsu ultra contemporain qui dure 8 heures comme un coup de poing. Donc, 2 ans plus tard, à la 59e Biennale, le Lion d'Or a été attribué à 2 femmes artistes noires. D'abord à Sonia Boyce, qui est une Anglaise, et qui proposait, l'image de gauche, une lecture inédite de récits à travers le son, en collaboration avec d'autres femmes noires. Elle a révélé une multitude d'histoires jamais entendues. Quant à Simone Leigh, américaine, c'est l'image donc de droite, sa sculpture monumentale « Souveraineté », aveugle et installée à l'entrée de l'Arsenal, illustre l'importance des femmes noires maltraitées, esclaves, servantes, invisibles et si souvent fondamentales. La 60e Biennale constitue un tournant, car c'est la première fois que sa direction artistique est confiée à un commissaire venu de l'hémisphère sud, le Brésilien Adriano Pedrosa, qui a fait le choix de ne montrer que des artistes inédits à Venise. Il a divisé l'exposition en 2 parties. D'abord le noyau contemporain au Giardini, qui montrait, je cite, l'artiste care, c'est-à-dire bizarre, l'outsider, qui habite les marges du monde de l'art, tout comme l'autodidacte, l'artiste populaire ou indigène, souvent traité comme un étranger dans sa propre contrée. Le noyau historique à l'Arsenal montrait, quant à elle, des productions plus traditionnelles. Sont abordées des problématiques sensibles et humanistes, telles que le féminisme, la mémoire de l'esclavage ou l'importance des cultures natives. Quant à l'image de droite qui vient d'apparaître, c'est une sculpture de Yinka Shonibar, un artiste anglo-nigérien. C'est un réfugié qui est montré en cosmonaute, avec des habits africains, portant sur le dos un baluchon dans lequel sont rangés ce qui a de la valeur pour lui et qui est indispensable pour survivre. C'est un étranger fragile qui lutte pour la vie dans un univers inconnu. Julien Creuset, qui représentait la France, toujours à cette biennale, est un artiste franco-caribéen dont la présence s'inscrivait dans ce noyau contemporain d'artistes autochtones. Natif de Blanc-Ménil, mais vivant à Montreuil, il avait passé son enfance en Martinique, ce qui nourrit sa créativité. Son œuvre, Le monde abyssal, se veut poétique, en mélangeant les genres sculpture, texte, vidéo et musique. Il exploite la mémoire, les croyances et les savoirs, et désire, je le cite, faire s'entrechoquer des géographies et des temporalités diverses et tisser des récits pour raconter l'histoire par petits détails, que ces récits soient fictionnels ou réels. Il les souhaite donc les imaginaires coloniaux. Quand sera-t-il la prochaine biennale, celle qui s'ouvre cette année, la 61e? Malgré le décès soudain en mai dernier de la commissaire suisse-camerounaise Koyo Kouch, le thème qu'elle avait proposé, In Minor Case, est retenu et la direction de la biennale a décidé de suivre à la lettre son projet. Je la cite. Le mode mineur, pensait-elle, est une invitation à rencontrer ceux qui produisent de la beauté en dépit de la tragédie, qui produisent des airs pour les fugitifs qui se relèvent des ruines et pour les créateurs qui produisent des harmonies pour ceux qui réparent les blessures et les mondes. Koyo Kouch était une personnalité influente dans le monde de l'art contemporain. Elle fut directrice du premier musée d'art contemporain d'Afrique du Sud, au Cap. La 36e biennale de Sao Paulo, qui s'est déroulée l'an dernier, lui avait été dédiée. Quant au pavillon français, entièrement rénové, il accueillera Yoto Barada. C'est une artiste franco-barocaine qui vit à New York et à Tanger, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus.
Pour finir, voici quelques questions critiques que l'on peut poser au sujet de ces biennales. En d'autres termes, quels sont les engagements des biennales? D'abord, les artistes qui œuvrent pour la paix, l'écologie, la liberté, la reconnaissance de l'égalité, des dignités des êtres, etc. L'institution qui choisit des curateurs de plus en plus internationaux. Elle a octroyé des récompenses à des artistes inconnus et à des pays dont c'était la première participation. Il y a aussi des engagements politiques forts, comme par exemple pour l'anniversaire du génocide arménien, pays qui a reçu le Lion d'Or en 2015, ou par l'absence de la Russie et d'Israël en 2024. L'engagement d'ici des pays eux-mêmes qui veulent se montrer pour prendre une place dans le monde culturel et afficher une bonne conscience, cas de l'Azerbaïdjan. Certains petits pays, entre guillemets, veulent manifester leur importance, comme l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Zimbabwe, le Gabon, etc. Mais certains pays ont des difficultés à financer leur participation. Par exemple, l'Angola a disparu en 2024, tout comme le Nigeria. Les pavillons doivent être entretenus. Et si les pays n'en ont pas, il faut louer des palais ou de simples appartements plus ou moins bien situés pour exposer. La Biennale de Venise, première du genre, fait figure de grande prêtresse. Elle a fait école et diffuse ses principes à travers le monde. Dès 1950, elle fut imitée par les grands pays comme le Brésil, la France ou la Turquie. Plus récemment, beaucoup de pays marginalisés sur la scène artistique contemporaine ont créé leur biennale, comme le Monténégro, les Émirats arabes unis ou la Corée. Cette expansion semble exponentielle. Il y avait 150 biennales en 2013. Il y en a dans le monde plus de 350 actuellement, dont une vingtaine en France. La Biennale de Venise a sûrement contribué à mettre l'art contemporain à la mode et elle est devenue un creuset. Il y a actuellement à Venise, par exemple, plus de 15 musées et fondations privées et il s'en ouvre de plus en plus. Surtout, la Biennale a veillé à un rayonnement pour la jeunesse. Il existe pour eux des mentions spéciales, des prix ou des bourses spécifiques de toutes sortes de programmes, exemple de Biennale College, colloques et réunions. La moitié des visiteurs avaient moins de 26 ans en 2022. Son directeur proclamait que la Biennale devait être une sorte de palestra ouverte où le public intergénérationnel peut se confronter à l'autre. Pour les artistes, les récompenses honorifiques données ont un certain impact très important pour leur carrière, surtout pour ceux qui exposent pour la première fois dans une manifestation internationale. Les catégories officielles varient selon les éditions, mais comprennent typiquement un lion d'or pour le meilleur pavillon, un lion d'argent pour le meilleur artiste, et un lion d'or pour l'ensemble d'une carrière d'artiste. La Biennale ne vend rien, mais les galéristes, qui ont souvent contribué au financement des œuvres ambitieuses présentées, sont très présents sur place. Ils organisent réceptions et courtisent les collectionneurs. En plus, les installations ne sont pas forcément vendables en soi. Par exemple, Tino Sehgal, nous avons parlé précédemment, refuse toutes sortes de matériel du processus d'acquisition, de présentation ou de conservation de son travail. Mais la mise en vitrine de l'artiste permet de vendre, par exemple, à Art Basel, quelques semaines après la Biennale. À Venise, par sa structure curatoriale, c'est l'art d'abord, l'argent après, en principe. Lors des biennales à Venise, même de grandes expositions sont organisées. Ce sont des événements collatéraux, comme par exemple à la Basilique San Giorgio ou à la Fondation Pini. Ces joyeux catalogues, très complets, montrent comment le grand salon international pour la peinture de 1895 est devenu une grande vitrine ouverte pendant 6 mois, tous les 2 ans,
pour témoigner de la création contemporaine en évolution dynamique. Son écrin reste la beauté exaltante des trésors artistiques de la Venise historique. On passe ainsi de l'art qui transfigurait le réel à l'art qui le décrypte et le décompose, de l'art qui accompagnait le pouvoir à l'art qui le conteste et le démystifie. Et dans ce contraste, nous, visiteurs, vivons une expérience extrême, très suggestive, qui nous laisse comme libérés de certitude et nous ouvre à un questionnement immense, à la fois esthétique, philosophique et fondamentalement existentiel.